Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de vous installer. Nous allons donc démarrer cette conférence qui va être consacrée au cerveau préhistorique et comment notre cerveau préhistorique influence notre vie actuelle. Parce que comme vous le savez, les progrès scientifiques ont révolutionné à la fois notre façon de vivre, mais aussi de penser. Mais notre cerveau a-t-il suivi le mouvement? Alors pour certains, il en est resté à la préhistoire, ce qui expliquerait qu'il soit parfois difficile, voire même impossible, de réfréner certaines pulsions, comme celles qui conduisent à l'obésité ou encore aux addictions. Donc nous allons voir avec nos invités si les progrès permettent aussi donc de combattre ces maladies que l'on pourrait qualifier de modernes. Alors on va avoir le grand plaisir d'accueillir et donc je les appelle à me rejoindre. Donc Claudine Junien, qui est professeure émérite de génétique médicale. Donc elle a participé à la rédaction du livre La révolution épigénétique, votre mode de vie compte plus que votre hérédité, paru chez Albin Michel, un livre disponible auprès de notre libraire et que vous pourrez dédicacer à l'issue de la conférence. J'appelle également Pierre Vincenzo Piazza, qui est médecin-chercheur en neurosciences. Farej Cherik, qui est praticien hospitalier, psychiatre, responsable du service d'addictologie au CHU de Nice. Et pour animer ce débat, Béatrice Parino, journaliste au Point. Donc, Béatrice, on les applaudit effectivement. Bonjour, merci d'être présent. Pour démarrer cette conférence, avant de rentrer dans le sujet de l'addiction, de l'obésité, peut-être pouvez-vous nous dire, peut-être Pierre Vincenzo, vous pouvez nous dire de quand date notre cerveau finalement? Parce que moi je pensais qu'on avait un cerveau super moderne, mais là j'ai l'impression donc que nous serions un peu donc des hommes préhistoriques malgré nous. C'est moi, vous avez posé la question. Alors, c'est une question assez simple et compliquée à la fois. Disons qu'on peut dire que Homo sapiens, le corps, il est terminé il y a 150 000 ans à peu près, et le cerveau commence à prendre les fonctionnalités d'aujourd'hui il y a 50 000 ans. Avec deux passages importants. Un, c'est l'invention de l'agriculture et l'élevage il y a 15 000 ans et l'invention de l'écriture il y a à peu près 5 000 ans. Donc, la partie fondamentale du cerveau, ce qu'il en fait, la base, elle est quand même vieille de quelques millions d'années. On a eu cet accident terrible qui a eu des conséquences fantastiques et dévastateurs pour nous et la planète, que c'est la révolution cognitive. Et on peut dire qu'on a appris à faire à peu près tout ce qu'on sait faire aujourd'hui il y a 5000 ans. D'accord. Et d'après donc vos recherches, vous êtes convaincu que c'est parce qu'on a un cerveau préhistorique que finalement, certains de nous sommes conduits à être plus ou moins obèses. Vous pouvez nous expliquer? Alors, oui, donc, si vous voulez, la façon... Alors, il faut faire un minimum d'histoire. Donc, la façon dans laquelle on gère la prise alimentaire. Hein. Déjà, les êtres humains ont fondamentalement trois addictions primordiales. Un, c'est l'air, l'eau et la nourriture. La nourriture, c'est d'autres êtres vivants. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez rares. Et pour comprendre, en fait, notre biologie et notre société moderne, il faut se placer à peu près il y a quelques millions d'années où on contrôlait rien du tout. On était chasseurs-cueilleurs et on prenait ce qu'on trouvait. Okay? Donc, on a développé deux systèmes qu'on n'a pas que nous. Aussi les grenouilles, les poissons, il y a plein d'animaux qui l'ont. Un système qui nous fait manger chaque fois que nous avons faim, que c'est le système de référence avec lequel tout le monde raisonne. J'ai faim parce que mon glucose baisse, je vais manger, je suis rassasié, je m'arrête de manger. On appelle ce système maintenant un système endostatique. Il s'occupe de faire face aux besoins que vous avez maintenant, aujourd'hui, tout de suite.
Mais dans un environnement où on ne contrôle pas les ressources alimentaires et où une tempête peut vous faire passer d'un état d'abondance à un état de pauvreté alimentaire terrible, dans beaucoup d'espèces, il y a un deuxième système qui s'est mis en place, qui lui, en revanche, il vous fait manger tous les fois que la nourriture est présente. On pourrait l'appeler la physiologie de l'excès. L'excès, en fait, c'est une fonction physiologique qui a été préservée parce qu'elle augmente beaucoup la capacité d'une espèce de faire face aux périodes difficiles. Les problèmes qu'on a eus, c'est, donc ça, c'est des millions d'années qu'on a comme ça. Un problème qu'on a eu, c'est la révolution cognitive. Avec la révolution cognitive, on a été capable de fondamentalement, c'est la capacité de conceptualiser, planifier, faire de l'art, du symbole, et surtout détacher les sensations internes de leur objet comportemental primaire. À savoir, à la place d'avoir du plaisir parce qu'on a une activité sexuelle et donc on augmente les chances de se reproduire, on a commencé à être capable de chercher les plaisirs pour les plaisirs. Donc on a détaché ça de la fonction primaire. Et surtout, on est la seule espèce à avoir changé la relation entre phénotype, entre individu et environnement. Dans toutes les autres espèces, c'est l'environnement qui sélectionne les individus plus adaptés à l'environnement spécifique. Nous, depuis 50 000 ans, on a commencé à sélectionner l'environnement pour l'adapter à un idéal conceptuel. Donc, on avait besoin de quoi? Avoir toujours de la nourriture, toujours de l'air, toujours de l'eau. Et on a mis en place une très grande partie des activités pour nous assurer ça. Et au cours des 200 dernières années, on est devenu super fort, on est passé dans une situation hyper stable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un système biologique qui s'est développé pour nous faire manger chaque fois qu'il y a de la bouffe. Et dans une période qui est trop courte pour la biologie pour s'adapter, c'est quelques centièmes de seconde au niveau de la biologie, on l'a mis dans un contexte où il y a de la bouffe tout le temps, à des quantités énormes, en plus de la bouffe qu'on a modifiée pour la rendre terriblement appétitive en y rajoutant du sucre, du sel et des graisses, que c'est les trois éléments qui font marcher ces systèmes qu'on appelle système exostatique à fond. Donc on se retrouve quoi? À un exemple classique d'une pathologie de ce qu'on pourrait appeler l'évolution proactive, à savoir de la façon dans laquelle nous avons changé la relation entre un organisme biologique et son environnement. Donc chez l'obèse, il n'y a pas de maladie en sens typique du terme. Il n'y a rien qui s'est déréglé. C'est juste qu'un système normal, il est devenu inadapté à faire face à l'environnement dans lequel il se trouve. Alors, je fais un exemple, les poumons. J'ai discuté avec mon co-intervenant qui a des poumons fantastiques. En plus, il ne fume pas. Donc, ces poumons sont un exemple de cet organisme biologique d'une beauté époustouflante. Le volume de ces poumons, si on les déploie, c'est 2 terrains de tennis. Et ils sont capables d'extraire l'air, l'oxygène de l'air, et donner la CO2. C'est une magie de la biologie. Mais si je lui prends la tête et je lui mets sous l'eau, tout d'un coup, les poumons ne marchent plus du tout. Ça devient un organe complètement inutile. Et les petits poissons rouges qui ne vaut rien, qui passent devant lui, il va les regarder, les narguer, parce que lui, il a des branchies qui lui permettent de respirer sous l'eau sans problème. L'obésité, c'est pareil. En fait, on a pris un système biologique, c'est comme si on avait pris un système biologique qui s'est développé pour respirer de l'air, on lui avait mis la tête sous l'eau. Un système biologique fait pour vous faire manger chaque fois qu'il y a de la nourriture ne peut pas résister aux conditions environnementales d'aujourd'hui. Farhadj, vous avez été interpellé sur vos poumons. Moi, je vous interpelle sur la tête de vos patients, parce que vous êtes un clinicien, vous voyez chaque jour des personnes obèses ou des personnes sujettes à différentes addictions. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête de 2019? Alors, c'est difficile. En tous les cas, l'expérience qu'elle nous renseigne par rapport aux patients dans des situations d'obésité qui viennent consulter, ils veulent maigrir.
Mais c'est une équation qui est très très difficile parce qu'il y a un côté paradoxal. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger incorrectement, comme on vient de le dire, et de s'adapter à un système, par exemple, de remanger matin, midi, soir. Et c'est vrai que quand on évalue un peu le comportement alimentaire déjà en soi, il est déjà dysrégulé parce qu'il y a des grignotages, il y a ce qu'on appelle une hyperphagie, c'est manger vite, beaucoup aussi, même pendant le repas. Et puis, quand on évalue aussi le système émotionnel, c'est vrai que d'un point de vue émotionnel aussi, c'est une sorte d'alimentation de type émotionnel parce qu'on mange quand on n'est pas bien, on mange quand on a des contraintes, quand on est stressé, quand on a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup qui compensent aussi par un type alimentaire. Alors, dans la tête, c'est vrai que la recherche d'aujourd'hui avance en fait énormément, mais c'est vrai que moi, ce dont j'ai au fait travaillé, c'est vraiment le côté dopaminergique qui est le neuromédiateur principal au niveau du circuit la récompense. Donc au niveau cérébral, il y a le côté au fait plaisir, mais pour un sujet obèse, ce côté plaisir, il est complètement dysrégulé parce qu'il arrive à manger pour ne pas prendre plaisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui ont dit « je mange presque pour me remplir, je mange pour en fait, manger parce que j'en ai en fait besoin ». En tous les cas, ce n'est plus la fonction physiologique de manger d'une façon conviviale, de partager un repas qui soit rythmé au courant d'une journée avec notre horloge au fait biologique. Il y a déjà cette dysrégulation. J'insisterai sur un fait que je connais bien, et on peut en discuter avec mes au fait, collègues, c'est ce système de au fait, dopamine. Un sujet obèse, il a besoin de manger plus parce qu'il met beaucoup plus de temps à saturer le contexte dopaminergique, comme s'il y avait une déplétion dopaminergique. Mais là, c'est une hypothèse. Mais il se passe énormément de choses aussi qu'on essaye un peu d'étudier actuellement, et c'est pour ça qu'on discute, et c'est très très riche ce que je viens d'entendre aussi. Claudine, vous avez exposé des petites souris, de la nourriture hyper grasse. Comment elles ont réagi? Alors, quand on propose de la nourriture hyper grasse à des souris, elles la mangent avec plaisir. Quand on arrête, elles ne mangent plus pendant 2 jours. Elles font la gueule, quoi. Elles ne sont pas contentes. Et si on continue donc à leur proposer cette nourriture hyper grasse, il y a 80% des souris, mâles et femelles, qui vont prendre du poids, qui vont devenir obèses. Mais il y en a 20% qui résistent. Et cette résistance, on l'a étudiée par l'expression des gènes dans différents tissus, le foie, mais aussi des régions du cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles changent leur prise alimentaire. C'est-à-dire qu'elles vont manger, en termes de calories, quelque chose qui est équicalorique par rapport à un régime normal et qui ne fait pas grossir. Alors, on a regardé, toujours sur ce modèle de souris, quelque chose qui nous paraissait important pour nous placer dans les conditions humaines d'aujourd'hui, c'est-à-dire des mères qui sont obèses. Et on a regardé qu'est-ce qui se passait chez les descendants de ces mères obèses. Les premiers avaient une mère normale, qui n'était pas obèse, et les deuxièmes avaient une mère qui était obèse. Et à notre grande surprise, on croyait qu'on allait augmenter le taux d'obésité chez les animaux, mais en fait, c'est l'inverse qu'on a obtenu. On a observé que à peu près 45% des souris femelles, mais pas des mâles, 45% des souris femelles résistaient à ce régime hypergras en changeant leur prise alimentaire. Alors on a essayé de regarder au niveau du cerveau, au niveau de différents tissus, quels étaient les gènes qui étaient impliqués. Ce sont des réseaux de gènes qui sont différents dans le premier cas par rapport au deuxième. Donc ça veut dire que ce sont des mécanismes qui sont différents, mais les 2 types de mécanismes s'ajoutent parce qu'il y a à la fois le mécanisme naturel qui veut que à peu près 20% des animaux résistent. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que l'homme, depuis des millénaires, avec ces gènes, qui ont changé un peu quand même depuis 50 000 ans, on a quand même des mutations, il y a des effets, ce qu'on appelle des effets fondateurs ou des dérives génétiques ou des effets de sélection qui font que certains gènes sont sélectionnés dans des populations. Donc il y a des populations qui
sont plus ou moins sensibles à l'obésité. Et aujourd'hui, si on regarde dans le monde, un des pays où il y a le plus d'obésité, alors bien entendu, il y a des mécanismes comme celui qui a été évoqué par mon voisin, mais il y a aussi des mécanismes qu'on appelle des réactions au mismatch. C'est-à-dire que pendant la gestation, les animaux voient quel est l'apport alimentaire que la mère va leur procurer, et ils vont réguler tout leur organisme, ils vont se programmer pour être, par exemple, des animaux qui sont dans un contexte de sous-nutrition. Et ce contexte de sous-nutrition, c'est ce qu'on a observé, par exemple, chez les descendants des Américains, qui viennent de descendants d'Italiens qui subissaient des famines, des descendants d'Irlandais qui ont aussi subi une énorme famine. Et en fait, maintenant, quand ils deviennent adultes, eh bien, ils ont trop de nourriture. Donc, il y a ce qu'on appelle un mismatch en anglais, un mésappariement, qui fait que, programmés pour vivre dans un environnement où il y a peu, ils sont confrontés à un environnement où il y a trop, mais avec un système métabolique qui a été régulé différemment. Alors, cette régulation différente, en fait, c'est pas uniquement les gènes qui font ça, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est autour des gènes et qui permet aux gènes de fonctionner. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, le génome, la base de notre ADN, c'est le disque dur. Et l'épigénétique, ce sont les logiciels. Les logiciels qui permettent à ce disque dur d'apporter le message qu'il doit apporter. Mais on est sensible à l'environnement et notre environnement va influencer le fonctionnement des logiciels en fonction de ce qu'il y a sur le disque dur. Donc, en fonction de l'environnement, on peut être préparé in utero, on peut être préparé à être des gens qui mangent trop, ou au contraire, on peut être des gens qui se sont habitués à peu de nourriture et qui donc stockent la nourriture et donc deviennent obèses quand il y en a trop. Donc si je vous ai bien compris tous les trois, on est éventuellement pour devenir obèse ou ne pas devenir obèse. Ce n'est pas, c'est pas un choix. Ah, bon, ça c'est difficile de dire que c'est pas un choix. Je pense que aussi bien le psychiatre il verra peut-être des raisons. Non, dire que ce n'est pas un choix, est-ce que c'est un choix rationnel? Toute la question est là, en fait. Donc, je crois qu'il vaut mieux. Pierre Vincenzo, vous pensez que Déjà, je pense qu'il y a une sur-représentation du mot choix. Qu'est-ce qu'on entend pour choix, hein? Est-ce qu'on choisit de se nourrir ou pas? On peut avoir l'impression qu'on choisit de se nourrir. En fait, on n'a pas vraiment le choix de se nourrir ou pas. Il y a très peu de gens qui arrivent à ne pas faire des choix qui sont quand même très inscrits dans nos motivations principales. On a aussi beaucoup l'impression de choisir quand en fait on ne choisit pas du tout. Il y a des travaux assez intéressants qui mettent en relation l'activité du cortex avec l'activité des systèmes sous-corticaux. En général, quand nous apprenons quelque chose, on va la stocker au-delà de notre conscience. Et notre cortex, quelque chose qu'il fait beaucoup, c'est pas de nous dire fais ça ou fais ci, c'est de regarder qu'est-ce que nous sommes en train de faire et de nous le raconter. Donc si vous êtes assis chez vous en train de regarder la télé, vous vous levez pour aller chercher dans les frigos de l'eau parce que vous avez soif, en fait, avant de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est des milliers de secondes, des millièmes de secondes de 1, vous êtes déjà levé, vous êtes parti, et votre cortex est là, dire qu'est-ce qu'il fait, il va où, ah, il va au frigo, donc il a soif, donc oui, il prend de l'eau, il vous raconte qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc d'abord, l'idée qu'on choisit, elle est de façon consciente et un peu surévaluée, mais ça ne veut pas dire que parce que notre cerveau nous fait faire des choses qu'on a appris, qu'on n'a pas les choix. On a toujours les choix. Disons que l'idée de la préprogrammation
est une idée aussi fausse que l'idée du choix libre et total de notre espèce. Nous sommes une interaction entre quelque chose qui est en partie préprogrammé, qu'il est joué par l'environnement. Si on reprend l'exemple de ma voisine, c'est erroné de voir. On a souvent l'impression que notre biologie, c'est comme un CD. Enfin, c'est une musique jouée par quelque chose de préenregistré. Notre biologie, c'est un instrument de musique. Et les musiciens, c'est un instrument de musique avec 25 000 cordes, c'est nos gènes à peu près, il y en a à peu près 25 000, où la plus grosse partie de l'instrument de musique, ce n'est pas les cordes, mais c'est les mécanismes. C'est un mécanisme qui est, on n'est pas tout à fait d'accord avec ma voisine, mais disons, on est d'accord au moins 10 fois plus grand que les cordes elles-mêmes. Et nous avons une très grosse partie de notre biologie, dont l'épigénétique, qui sert à jouer de cet instrument. Donc nous changeons tout le temps, toutes les minutes. Là, vous êtes en train de changer. Votre cerveau est en train de se modifier de façon physique et vérifiable. Et si vous allez garder même un souvenir minime de ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est parce que votre cerveau s'est modifié. La modification d'aujourd'hui va influencer comment vous allez répondre demain. Mais vous avez choisi de venir ici. Et donc, le choix d'aujourd'hui peut être responsable du non-choix de demain. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement séparer. On choisit en partie, et en grosse partie, on ne choisit pas. On est une interaction entre nous et ce qui est autour de nous. Voilà. Sur le plan peut-être un peu plus psychologique, les patients généralement ne choisissent pas. Généralement, ils décrivent un peu le fait d'arriver à un état d'obésité, c'est presque une action subie. Subie en tous les cas quand il y a une histoire éprouvante, des événements stressants, et puis il y a une prise de poids. Sinon, il y a quand même un changement radical des conduites alimentaires et prise de poids. Donc ça se fait malgré soi, on devient presque victime finalement d'une sorte un peu d'un non-contrôle alimentaire ou d'un non-contrôle émotionnel qui fait un état d'obésité. Par contre, je dirais quelque chose pour aller dans le sens un peu inverse. Quand on a, par exemple, quand on est en état de surpoids important et qu'on voudrait perdre du poids, là, on peut aussi utiliser le côté choix. Est-ce qu'on choisit de perdre exactement? Et c'est là qu'il y a des mécanismes inconscients, c'est qu'il s'avère qu'il y a des patients qui ne veulent pas vraiment perdre du poids, mais qui demandent à perdre de poids quand même pour des conditions médicales et pour des conditions sociétales, parce que maintenant, ce n'est plus, je dirais, le surpoids qui est au fait valorisé comme terme d'abondance, sachant que les après-guerres en ont un peu vécu ça. Maintenant, c'est presque le mythe du corps, un corps fin, le sport qui est beaucoup plus valorisé dans notre société. Donc un sujet, si l'état d'obésité lui permet d'avoir déjà une régulation, de ne pas déprimer, de ne pas être anxieux, ça le protège beaucoup. Et les expériences qu'on a dans le service des gens qui viennent perdre du poids par des méthodes chirurgicales, par exemple, donc assez radicales, c'est vrai qu'ils peuvent développer des états anxieux, des états dépressifs, après avoir perdu assez vite, au moins dans les premiers temps, et c'est là qu'il y a quelque chose de subi, donc quelque chose de non-choix. Mais on a beaucoup parlé de l'obésité. L'obésité, c'est réellement une addiction ? Pourquoi? Donc, si on reprend les discours qu'on faisait avant, l'obésité, c'est quelque chose qui résulte du fait que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger. Vous mangez plus que vous consommez, donc vous devenez obèse. Dans, je pense, une vision que c'est une vision intéressante aujourd'hui, on ne la voit pas comme vraiment une maladie, dans le sens que vous avez un système biologique qui est déréglé. D'ailleurs, on découvre aujourd'hui que l'effet de devenir gros, ce n'est pas un truc passif, c'est pas comme vous mettez plein de billes au fond d'un sachet et vous grossissez. C'est un programme biologique extrêmement élaboré où vous avez tout un système, le chef d'orchestre, c'est un truc qu'on appelle le système endocannabinoïde, qui va coordonner tous vos organes pour vous faire
manger le plus possible, transformer tous les glucoses que vous avez en lipides et stocker vos lipides dans les tissus adipeux. Donc ce n'est pas un truc passif, c'est un truc très actif. Après, l'addiction, comme on la voit aujourd'hui, c'est plutôt très souvent vu comme une perte de contrôle sous certains stimuli. Et donc, si on veut rapprocher l'addiction aux drogues, par exemple, de l'obésité, comme il disait mon collègue, il n'y a qu'une partie très petite, pour moi très petite, des patients obèses pour lesquels manger, ça devient une activité de substitution et a un caractère purement psychologique. Ce n'est pas juste le fait. D'ailleurs, ces patients-là, par exemple, si on regarde les statistiques du gastric bypass, comment on dit, voilà, du gastric bypass, on se rend compte qu'il y en a plein qui décompensent complètement, un certain pourcentage d'individus qui décompensent complètement et qui font des vrais suicides à la suite de ça. Mais c'est un pourcentage très réduit des patients. L'addiction aux drogues, elle, par rapport à l'obésité, où vous avez un système biologique qui marche normalement, qui n'est plus adapté à l'environnement, l'addiction donc c'est autre chose. C'est en fait, c'est un kidnapping de certaines substances pharmacologiques, des systèmes biologiques qui ne sont pas mis là pour répondre à eux et qui les trouvent irrésistibles. Alors, d'abord, vous les prenez parce que ce qu'il faut comprendre, que la consommation de drogue, c'est un comportement normal de l'espèce humaine et qu'on retrouve chez 80% des hommes, parce que le moment où dans les drogues, vous mettez l'alcool, la nicotine, plus les drogues illicites, la séparation drogue licite et illicite, c'est juste une idiotie complète de notre société et c'est très compliqué de savoir pourquoi, où on a mis la barre du comment du pourquoi, parce que les deux plus dangereuses des drogues sont celles licites, ce n'est pas les illicites, donc il y a à se poser des questions. Et donc vous les prenez parce que la recherche de plaisir en soi, c'est quelque chose que notre espèce fait tout le temps, en faisant du ski, en faisant du parachute, en dansant la nuit, en prenant du soleil, en prenant des drogues. On a une très forte recherche de plaisir. Chez certains individus qui ont un système dopaminergique, là, pour une fois, même si ce n'est pas le système du plaisir, c'est fait autre chose, mais le système dopaminergique très fort, aussi les hormones de stress très forts, vont trouver les drogues super, ils vont en prendre beaucoup, mais ça, ce n'est pas la vraie toxicomanie. La vraie toxicomanie, c'est la perte de contrôle sur la consommation. À ça, vous n'arrivez plus à contrôler la prise et tout votre comportement va se réorganiser autour de l'addiction. Et là, ce qu'on sait, ce qui se passe, c'est que vous perdez une fonction de base de votre cerveau, que c'est la plasticité synaptique. Alors, la plasticité synaptique, c'est quoi? C'est la capacité de vos synapses d'augmenter leur connexion, de la diminuer. Alors, quand vous allez chez Carrefour acheter des fraises, hein, vous arrivez, vous avez les circuits neuronaux de « je m'achète les fraises » qui est très potentialisé. Vous arrivez, les fraises sont à 1 million d'euros le kilo. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous êtes capable de réprimer ces circuits et activer les circuits de pêche, qui eux sont à 1 euro le kilo, soit vous êtes mort, vous êtes obligé d'acheter les fraises à 1 million d'euros le kilo. Chez les toxicomanes, ce qui se passe, c'est exactement ça. Cette capacité d'inhiber les circuits qui lui fait prendre de la drogue disparaît, leur plasticité synaptique disparaît. Et donc, en fait, cette vision que le toxicomane, c'est un impulsif qui ne sait pas contrôler, elle est assez fausse. C'est quelqu'un en prison. Il est prisonnier d'un comportement duquel il n'arrive pas à sortir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de faire une action, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter à sortir d'un comportement de lequel il est prisonnier. Donc c'est plutôt de la cristallisation comportementale que de l'impulsivité. Voilà. Donc c'est très différent de l'obésité. Oui, juste pour au fait compléter, c'est vrai que le travail quotidien, c'est de faire toujours la part des choses entre une addiction réelle telle qu'elle est définie, effectivement par la perte de contrôle et d'avoir aussi une fonction craving, c'est-à-dire une compulsion très très importante, des comportements excessifs.
Et c'est vrai que généralement l'éducation alimentaire ou une rééducation, réapprendre un peu à manger, à doser les choses à travers le temps, à travers un rythme, permettrait de corriger déjà certaines choses si on n'est pas rentré dans l'addiction réelle avec toutes les modifications qu'on vient d'entendre au niveau cérébral. L'idéal, c'est d'agir avant que le cerveau ne soit, qu'il y ait toute cette fonction au fait plastique qui soit dysrégulée. Et là, effectivement, il y a des risques un peu d'évolution vers une addiction. Par contre, il y a des expériences qu'il faut dire actuellement, parce que les sujets opéraient toujours de dire un peu après ce qui se passe. C'est vrai qu'ils peuvent développer une addiction 2 ans après un gastric bypass, même si ils n'étaient pas addicts, mais je devrais dire presque une fonction de compensation. Sinon, ils transfèrent d'une addiction à une autre. Donc là aussi, quelqu'un, c'est-à-dire un peu comme s'il y a toujours ce côté compulsif qui est très fort pour compenser quelque chose, pour retrouver la fonction émotionnelle, qu'il pourrait utiliser d'autres choses. Et c'est pour ça qu'après un suivi, généralement, est indiqué. Certains auteurs même parlent d'un suivi à vie pour accompagner tous les changements qui peuvent un peu se passer après coup. On va peut-être prendre les questions du public. Vous êtes très nombreux, donc j'imagine que par rapport à tout ce qui a été dit, ces comportements, ces pulsions, les addictions, vous avez des questions. Donc ici et là et là. On va commencer par vous, madame, donc sur la gauche. Merci, bonjour. Je vais vous poser une question parce qu'on parle souvent, on utilise souvent l'argument de l'instinct animal ou de l'instinct naturel. Est-ce qu'il y a un lien entre cerveau préhistorique et délinquance quand on parle, par exemple, des personnes qui font soit du viol, soit du vol, soit du meurtre? Est-ce que c'est dans le lien du propos c'est en lien avec le propos que vous nous présentez? Donc, en fait, vous posez une question qui est un peu compliquée, hein, parce que pour pouvoir même l'aborder, il faut faire la différence entre comportement normal et comportement pathologique. Et un comportement pathologique, c'est un comportement où le cerveau marche mal. Et un comportement normal, c'est un comportement où le cerveau fait ce qu'il doit faire. Et donc, comment on fait à différencier les deux? Une façon de s'y prendre, elle est géographique et historique. Hein? Même s'il y a eu pas mal de mutations, je suis d'accord avec ma collègue, disons qu'au cours des 1000 dernières années, on n'a pas sélectionné des mutations très importantes dans le cerveau humain. Donc ce qui était normal il y a 1000 ans ou il y a 500 ans est normal aujourd'hui. Malheureusement, la plupart des comportements idieux, les viols, parce qu'après, vous avez les viols et les mariages forcés qui sont deux faces du même style. C'est juste le nombre de personnes qui participent. Dans les mariages forcés, c'est souvent plus de gens qui s'organisent pour imposer un acte sexuel à quelqu'un. Dans les viols, c'est plus spontané, comme tout, qu'il y a moins de gens et c'est moins prémédité. L'homicide, tuer, torturer, c'est malheureusement des comportements normaux. Alors, pourquoi on les a sélectionnés? Alors, il y a certaines théories qui disent, par exemple, si vous regardez ce magnifique bouquin Sapiens, où en fait il y avait différentes espèces d'homo. Sapiens est le seul qui est resté. Parce que si vous avez horreur de la différence, vous protégez votre progéniture, mais vous êtes prêt à tuer celle des autres. Et vous résolvez tous les conflits en éliminant les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes la machine à survivre. Donc, on a sélectionné une espèce qui, malheureusement, a, dans sa façon de faire, des choses qui ne nous paraissent pas moralement positives. Donc, en général, quand vous avez quelque chose qui est moralement répréhensible, ça agit tout simplement d'un comportement normal de l'espèce qui ne nous plaît pas, qui ne plaît pas à notre cerveau cognitif. Merci. Une autre question, madame?
Le micro est juste derrière vous. Je me lève parce que je vois pas. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je voulais savoir, avec les neurosciences aujourd'hui dont on parle un peu depuis hier, on connaît le rapport qu'il y a entre l'esprit et le corps. Et je voudrais savoir par rapport à un décalage, par rapport à un comportement, que ce soit dans les addictions ou dans l'obésité. Je voudrais savoir ce que vous pensez par rapport à l'hypnose ericksonienne qui permet, moi je le pratique, donc voilà, de pouvoir déconnecter ou de reprogrammer ou d'aller chercher un niveau de conscience qui fait que on arrive à réguler et à améliorer la situation d'un individu en souffrance. Le sujet de l'hypnose. Vous parlez bien de la légende de l'esprit, là. De la légende? Oui, de la légende de l'esprit. Si vous appelez ça la légende? Ben, moi, j'appelle légende tous ceux qui n'ont jamais été prouvés, et tous ceux qu'on n'a jamais vus, et tous ceux qui ont une vue de l'esprit, pour dire un truc. Alors, non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Vu que vous parlez de là, donc, jusqu'au XXe siècle, la légende de l'esprit était absolument nécessaire. Parce qu'on avait une vision de la biologie qui était incompatible avec ce que nous ressentons d'être. Donc on a dû s'inventer, on s'invente depuis des millénaires, ces trucs intouchables, détachés du corps, qui est l'esprit. C'est une légende qui a eu, c'est une des trucs les plus successful que les êtres humains se sont inventés. Hein. La science du XXIe siècle, la biologie du XXIe siècle, nous libère de la nécessité de faire appel à un esprit immatériel que c'est celui duquel vous parlez. À savoir, vous pouvez toujours y croire, hein, personne ne vous l'empêche, on croit bien en Dieu, à la Madone, et en tout ça. Mais les connaissances qu'on a de la biologie la rendent compatible avec la vision qu'on avait de l'esprit. Et une des choses qu'on sait, c'est que si l'activité du cerveau est absolument nécessaire pour que vous puissiez avoir n'importe quelle fonction que vous attribuez à l'esprit, l'activité des pensées modifie de façon structurelle le cerveau. Et toutes vos expériences vont modifier le cerveau. Donc cette idée que l'expérience concerne l'esprit, on a ces deux mondes. Il y a la biologie, et après il y a le monde des expériences, de la lecture, de nos amours, nos trucs, et ça va ailleurs. Madame est une démonstration que ça ne va pas du tout ailleurs, que tout ce que vous faites peut changer profondément votre biologie, pas seulement la vôtre, mais celle de vos enfants aussi. Voilà. Merci. Une question également, madame, et puis madame. Bonjour, c'est une question pour Claudine Junien. Tout à l'heure, vous avez expliqué l'expérience que vous avez faite sur les rats et vous parliez de la mère en disant qu'il y avait un aspect génétique pour les femelles donc, qui étaient obèses. Et je voulais savoir si c'était uniquement par rapport aux rats ou si... Parce que je croyais que la génétique, c'était le père et la mère. Et que là, vous avez fait une expérience que sur la mère. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas ? Alors, pour vous avouer tout ce qu'on a fait dans nos expériences, on a essayé de faire le père, la mère. Le problème, c'est que le mâle obèse, il a du mal à se reproduire. Alors, on s'est contenté de la femelle obèse. Voilà. Merci. Et une question, voilà, madame. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un peu une précision par rapport à l'obésité. Là, vous n'avez pas parlé des résistances inconscientes chez les femmes qui veulent maigrir, par exemple, ou chez les hommes d'ailleurs. Et une des résistances inconscientes à l'amaigrissement chez les obèses, me semble-t-il, enfin, d'après ce que j'ai entendu dans mon cabinet, c'est une protection, l'obésité, contre la sexualité. C'est-à-dire en se rendant moins désirable, forcément, les personnes en couple espèrent que le conjoint aura moins de désir. Et pour les femmes célibataires, c'est très souvent aussi une peur et une protection également contre le plaisir. Vous avez dit que vous avez un cabinet, vous êtes... Pardon ? Vous avez dit que vous entendez ça dans votre cabinet. Vous Oui, êtes je suis retraitée maintenant, j'étais psychologue clinicienne. Merci. Alors, je vais finir là-dessus aussi.
Il y a souvent dans l'obésité aussi des rapports de force entre familles, c'est ce qu'on appelle l'incestuel. Donc le poids va représenter aussi le poids ce qu'on appelle entre guillemets des conflits familiaux. Hein, le poids du passé, mais c'est aussi le poids conflictuel. Je vais, si vous voulez, pour l'anorexie ou la boulimie, exprimer par mon poids ma façon de me présenter à mes parents ou à vivre, rébellion, etc. Et puis pour les viols, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont obèses, et aussi pour les deuils, car c'est l'obésité morbide, la mort obide. Merci. Merci. Une réaction rapide? Fahad, je voulais peut-être répondre. Non, juste, c'est tout à fait vrai, parce que c'est ce que je disais par rapport à ces résistances. C'est toujours cette demande paradoxale des gens qui viennent demander à maigrir malgré soi. Donc c'est une démarche médicale, c'est une démarche psychologique, mais après, qui inconsciemment ne le souhaite pas vraiment. D'ailleurs, c'est vrai que la psychothérapie, elle peut durer, il y a des mises en échec. C'est vrai que sur le plan des prises en charge comportementales et médicales, il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a une peur d'être confronté. C'est vrai que ce que j'ai tenu à apporter aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent à maigrir malgré soi, parce qu'il y a une intervention chirurgicale, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, que l'obésité est un état de maladie complexe, parce que ça donne beaucoup de complications, le diabète, l'hypertension. Et quand on arrive, c'est-à-dire à proposer un tel traitement, c'est presque pour sauver la vie, sachant que le diabète, l'hypertension, on peut mourir de l'obésité, et c'est vrai que j'ai vu des évolutions assez impressionnantes. Mais après l'amaigrissement, c'est là qu'on découvre, c'est une sorte de mise à nu psychique, et le mise à nu psychique, on a des récits, on a des histoires, on a des décompensations aussi, de vraies décompensations dépressives, parce que moi, j'ai une hypothèse, c'est vrai que quand j'évalue les patients obèses, je ne trouve pas de dépression, parce qu'elles sont régulées par l'état d'obésité qui est une sorte de protection d'une certaine, au fait, carapace. Donc je dis souvent à mes collègues chirurgiens, à mes collègues autres spécialités, il faut aller doucement, sinon il faut toujours accompagner, et c'est vrai qu'on devrait l'expliquer davantage. Alors après, pour le décalage, juste un petit témoignage, parce que dans la salle d'attente où au fait j'exerce, les gens qui viennent après une opération, 6 mois après, ils perdent généralement d'une façon significative jusqu'à 30 kilos, 40 kilos. Et j'ai remarqué qu'ils viennent avec les vêtements d'ancienne taille, c'est-à-dire des choses très larges qu'ils traînent. Et là, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas pu déterminer, c'est vrai que je pourrais poser la question d'un point de vue neuroscient de ce qu'il peut apporter. Là, il y a un vrai décalage entre la perte corporelle et ce que le cerveau, ou le côté psychique, pourrait assimiler pour qu'il puisse suivre. Et ça, c'est vraiment très caractéristique, mais ce n'est pas suffisamment décrit. Je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature là-dessus. Merci. Alors nous arrivons déjà au terme de cette conférence. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos 3 intervenants. Merci beaucoup Béatrice.